à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Solange. Salut. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une animatrice qui, je pense, va réveiller en vous pas mal de souvenirs. Son visage, vous le connaissez forcément. Nouvelle star, qui sera le prochain grand pâtissier. Bref, cette époque où la télé rassemblait encore toute la famille devant le même écran. Bonjour Virginie Guillaume. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Parce que moi je suis ravie. Mais c'est votre grand retour là. Enfin, ça fait des années qu'on vous a pas reçu sur ce plateau Buzz TV. La dernière fois c'est vrai que vous m'avez manqué. C'est vrai, mais la dernière fois je sais plus si c'était pour le théâtre. Oh, c'est vieux. Pour la pièce de Fédo qu'on avait jouée effectivement avec les animateurs de la chaîne, à France 2. En 2015 ça. Peut-être, ouais, aussi peut-être pour les victoires. Exactement, c'est possible. À l'époque, j'avais même pas de poil au menton, vous vous rendez compte, j'étais encore... Vous avez rajeuni encore, ouais, Benjamin Button, le mec. Pure Média l'hebdo, c'est le titre du rendez-vous hebdomadaire que vous avez lancé dimanche dernier à midi sur la chaîne T18. C'est une émission dans laquelle vous allez décrypter l'actualité qui secoue l'actualité, la planète média. Alors avant de dessiner les contours de ce rendez-vous, je voudrais déjà vous poser une question assez personnelle. Vous n'avez jamais complètement disparu du paysage audiovisuel puisque vous étiez sur School TV, vous y présentiez le journal, on s'en souvient, le journal de l'éducation. C'était le grand JT de l'éducation, c'est comme ça que s'appelle l'émission en fait. C'est une émission de décryptage aussi sur l'éducation et l'actualité de l'éducation. Absolument. En fait, l'éducation est partout, on parle de tous les sujets de société. Oui. On peut parler aussi bien effectivement de niveau scolaire et ce qui se passe dans l'éducation, mais aussi bien évidemment de laïcité, d'alimentation, de réseaux sociaux, de tout ce qui touche effectivement à la société à travers le prisme de l'éducation. Absolument, et avec votre arrivée sur T18, on peut dire, sans manquer de respect à School TV, que vous revenez d'une certaine manière dans la cour des grands. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la tête d'une émission qui aujourd'hui est diffusée sur la TNT? Est-ce que vous avez ressenti ce petit stress des débuts, comme peut-être vous l'avez ressenti au début des années 2000 lorsque vous avez commencé votre carrière? Je ne sais pas si je peux dire stress, pour être tout à fait honnête, mais en revanche, l'excitation, oui. Vraiment, l'excitation de pouvoir non seulement parler des médias, mais des médias de manière extrêmement large. En fait, on consomme tous, peu importe notre âge aujourd'hui, des médias très différents, des médias qui sont à la fois qu'on dit traditionnel, c'est-à-dire, mais bon, le terme est un peu désuet, donc la presse, la télévision, la radio, évidemment, qui s'écoutent et se lisent et toujours encore et se regardent toujours encore, bien sûr, mais différemment, et surtout tout le reste. Et le reste, c'est énormissime, à savoir les plateformes, bien entendu, les réseaux sociaux, et tout ça, en fait, cet espace médiatique, on va le décrypter ensemble sur T18, et ça, je trouve ça assez génial parce que, en fait, à l'instar de tous ceux qu'on reçoit sur les plateaux, on va recevoir aussi tous ceux qui occupent vos soirées, vos matinées, quand vous scrollez comme des dingues et qu'on rit ou qu'on s'émerveille ou justement qu'on apprend des choses différemment sur les réseaux sociaux. Alors je disais tout à l'heure en introduction, vous avez lancé cette émission dimanche dernier. Alors on va évacuer tout de suite la question qui fâche, la question de l'audience, parce qu'évidemment ça a été très commenté, votre émission a éveillé la curiosité de 21 000 téléspectateurs, 0,2% de part d'audience, qui est évidemment une audience assez faible comparée aux chiffres qu'on a l'habitude d'annoncer ici sur ce plateau, qui sont les audiences de TF1 par exemple. Ça n'a évidemment rien à voir. Comment avez-vous réagi quand vous avez découvert ce chiffre? Est-ce que vous attendiez à un score assez bas ou est-ce que vous aviez espoir de des millions? On vous le souhaite peut-être. Non, mais il faut être cohérent avec aussi la chaîne que l'on incarne. T18 vient d'être créée, donc c'est une audience qui est déjà très bonne sur T18 pour une chaîne qui vient de se créer, qui fait à peu près 1% d'audience. Notre émission, effectivement, a pas fonctionné clairement en audience, mais elle a fonctionné quand même dans ce qu'on appelle la régularité. C'est-à-dire que tous ceux qui sont arrivés sont restés. Vous l'avez vu sur la courbe médiamétrique. Exactement, la courbe est stable. Et ça je peux c'est vous dire, c'est une petite, une petite façon de se réjouir. Déjà, ils ne sont pas partis. Mais effectivement, il faut l'annoncer, il faut que les gens sachent que cette émission existe, elle vient d'être créée. Et j'espère que l'audience va progresser. L'avantage, c'est que quand on part de bas, on ne peut que monter. Bien sûr, vous avez tout à y construire sur cette chaîne finalement. Et vous avez un objectif d'audience ou pas? Est-ce qu'on vous a dit, Virginie? Des millions. Des millions? Non mais attendez, mais on vous souhaite que ce malheur-là, si j'ose dire. Mais c'est vrai que, c'est vrai qu'on sait, c'est une chaîne privée, donc il y a forcément un objectif d'audience. Il y a des recettes publicitaires qui doivent normalement tomber pour gagner de l'argent, pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Est-ce on vous a dit, Virginie, il faut que tu fasses au-delà de 50 000 téléspectateurs, par exemple, dans 6 mois, ou on ne vous en a pas parlé spécialement? Non, Christopher Baldelli, qui m'a proposé de le rejoindre effectivement sur T18, m'a parlé effectivement de ce projet que je trouve très intéressant et que je porte vraiment avec joie et intérêt, mais m'a pas parlé d'audience. En revanche, évidemment, on a tous envie que ça marche. Vous comme nous, on a forcément envie qu'une émission fonctionne. Donc si on le fait, c'est pour être regardé, pour être relayé aussi. Donc j'espère juste que ça va monter progressivement. Mais on peut en reparler d'ici quelques semaines. Absolument. En tout cas, on va parler de votre émission parce que vraiment, on l'a regardée, nous, et elle est vraiment top. Vraiment, on a adoré. Merci. On a adoré cette première et vous allez en proposer une deuxième. Vous allez peut-être nous dévoiler les invités qui vont ponctuer ce deuxième numéro. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Solange Gordin.
Allez, on commence les infomédias avec ces news qui pourraient perdre de l'argent en raison de l'affaire Morandini. Oui, les annonceurs fuient Morandini Live sur CNews depuis la condamnation de l'animateur. Il a été condamné définitivement pour corruption de mineurs en janvier 2025 et janvier 2026. Il a été maintenu malgré cela à l'antenne. Après les désolidarisations de Sonia Mabrouk, de Pascal Praud ou encore Laurence Ferrari, c'est au tour des annonceurs d'exprimer leur mécontentement. Comme le montre Arrêt sur Image, le 26 janvier, une seule pub a été diffusée sur le créneau de 10h35 à midi, là où l'heure des pros, qui précède Morandini Live, a accueilli 16 réclames dès 9h30. Donc c'est un contraste flagrant avec le programme de Jean-Marc Morandini et ses 2 publicités maximum par émission. Arrêt sur Image s'est entretenu avec les dirigeants des sociétés concernées qui ont déclaré avoir demandé à stopper toute diffusion liée à cette émission. Alors Virginie Guillaume, forcément, je vais vous poser une question qui secoue un peu aujourd'hui la planète média. C'est cette crise qui est en train de toucher CNews. Quel regard vous portez sur cette actualité en particulier ? C'est vrai que c'est la chaîne qui était inarrêtable il y a encore quelques semaines au regard des audiences qu'elle enregistrait et aujourd'hui on a l'impression qu'elle est en train de vaciller. Quel regard vous portez sur cette crise-là ? Je ne crois pas que ce soit vraiment une crise. Je pense que c'est une réflexion interne qui est intéressante. Ouais. Ils ont un regard qui est le leur et le fait qu'ils se posent la question effectivement de l'ensemble, d'une cohérence, de valeurs aussi qu'ils souhaitent porter. Je pense que Sonia Mabrouk a été courageuse. Ça n'enlève pas les qualités journalistiques de Jean-Marc Morandini, mais c'est vrai que moi je suis évidemment aux côtés des victimes, bien entendu, et la question de se poser, la ligne éditoriale de la chaîne, je trouve ça aussi courageux de leur part. Et c'est vrai que CNews, c'est une chaîne qui est quand même très critiquée au regard de son positionnement politique aujourd'hui, une chaîne qui est classée à droite, c'est en tout cas ce que les détracteurs de ce média peuvent dire. Est-ce que vous pensez que CNews aujourd'hui peut exister dans le paysage médiatique ? Beaucoup réclament l'arrêt de CNews, notamment dans certaines familles politiques. Non, moi je suis pour la diversité des contenus tant qu'il y a de la diversité, tant qu'il y a de la contradiction. Donc non, j'aurais pas vocation à cela du tout. Tant qu'on arrive en fait à avoir un décryptage global de l'actualité, après c'est une question de source, une question de regard porté. Il faut savoir ce que l'on regarde, il faut savoir qui nous parle. Et donc c'est justement ce que nous on va décrypter dans notre émission Pure Média l'Hebdo. C'est la façon dont l'actualité est traitée, est amenée tout simplement délivré. C'est le cas aussi chez vous aussi, bien sûr, au Figaro, que ce soit pour la presse écrite ou pour le buzz. La façon dont on amène les choses, on arrive chez les gens, je parle de la télévision, on arrive chez les gens et on leur délivre une information. La façon dont, vous le savez, on en parle, la façon dont on rit, la façon dont le regard qu'on y porte est très important et donc on a cette responsabilité-là. Maintenant, à chacun ses opinions. De dire qu'un journaliste n'a pas d'opinion, c'est complètement faux. L'objectivité n'existe pas, à part en école de journalisme. Notre devoir, en tout cas le mien, c'est effectivement d'être la plus objective possible. Je n'ai pas à donner mon opinion et j'ai au contraire à donner des informations. Donc je serai très prudente sur ce sujet, sur Télé8, avec tout l'humour et la sympathie qu'on a envie d'avoir sur cette émission. Mais le but, c'est aussi de parler de tout. Bien sûr. Allez, on poursuit ces infomédias avec la nouvelle saison d'une célèbre émission de dating. Sortez vos agendas. Ça arrive le lundi 23 février prochain, en première partie de soirée. Oui, nous allons fêter les 10 ans de l'émission de M6 Mariés au premier regard. Cette émission de dating basée sur la science a été lancée en 2016 et elle revient sur le petit écran avec une saison inédite remplie de nouveautés et toujours plus de succès. Selon la directrice de programme chez Studio 89, en charge de Mariés au premier regard, Virginie Ders, près de 25 000 célibataires veulent tenter l'expérience. Il y a beaucoup de célibataires. Ouais, c'est devenu un moyen de rencontrer l'amour tout à fait démocratisé. Et même si ces dernières années, l'émission n'a pas réussi à transformer beaucoup de rencontres en unions durables. Mais cette année, la production a décidé d'aller encore plus loin avec de nouvelles capacités d'analyse technique, à l'instar d'un algorithme qui évalue l'attraction physique entre 2 personnes. Donc pour la première fois de l'histoire de Mariés au premier regard, 2 participants présentent un taux de compatibilité à 90%, ce qui n'est jamais vu. Incroyable. Est-ce que l'amour peut s'expliquer par des algorithmes, Virginie Guillaume ? Alors là, c'est une question métaphysique que je vous pose. Il paraît cool, hein. La preuve, ça marche. Enfin, moi, personnellement, je vais vous donner mon avis parce que nous, on peut donner notre avis ici
ici au Buzz TV. J'y crois pas du tout à ces histoires de compatibilité. Je pense que c'est un peu au doigt mouillé. Voilà, vous remplissez un questionnaire. Moi, je suis fan de l'émission. Ah, mais j'adore. Je Non, mais l'avoue. c'est super. Elle est géniale. Franchement, je trouve que déjà Karine est géniale. Ouais. Et puis ensuite, l'émission est vraiment. Enfin, c'est un bonheur de le regarder en replay. Alors c'est Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé, les deux sexologues justement qui sont à la tête un petit peu de ce concept et qui normalement établissent ces taux de compatibilité. Mais se marier avec un inconnu, vous approuvez le concept? Ça fait beaucoup parler. Ça, mais non mais c'est ça, marier au premier. Vous célibataire, Virginie Guillaume, est-ce que vous auriez participé à marier au premier regard? J'ai jamais été célibataire. Ah oui, non mais attendez, à un moment donné, vous avez été lycéenne comme tout le monde. Vous n'êtes pas né avec la bague au doigt. Pas loin. Non, mais non, me marier avec un inconnu, évidemment que non. Bon, enfin bon, est-ce qu'on connaît vraiment les gens que l'on fréquente? Oui, ça c'est vrai, vous avez raison, ouais, c'est clair. Allez, on termine ces infos médias avec ce documentaire qui a particulièrement retenu votre attention et qui a été diffusé cette semaine. Oui, ce mardi 3 février sur RMC Découverte, le documentaire inédit Incendie de Crans-Montana, révélation sur une tragédie, a été diffusé. Plusieurs témoignages, encore jamais dévoilés, ont été recueillis. Dans la nuit du 31 décembre dernier au 1er janvier, des centaines de personnes étaient réunies dans le bar Le Constellation à Crans-Montana. Ce bar a pris feu, provoquant la mort de 41 personnes, dont la moitié de mineurs. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont encore entre la vie et la mort. Dans ce documentaire sont pointés certains points clés du drame. Le surnombre, la mousse acoustique qui était hautement inflammable, fixée au plafond, l'escalier trop petit qui ne permettait pas de sortir rapidement, et bien sûr la responsabilité du couple Moretti, propriétaire de l'établissement. Alors ce qui nous touche en plein cœur dans ce drame, évidemment, c'est aussi l'âge des victimes. Vous qui êtes maman, j'imagine que ça vous a particulièrement bouleversé aussi cette tragédie quand vous avez appris ce qui s'était passé en Suisse. Non mais c'est vraiment affreux, j'ai pas de mots, je pense que les tragédies s'enchaînent malheureusement bien trop souvent. Celle-ci est absolument dramatique et évidemment qu'on pense aux familles des victimes, on pense à celles qui sont encore entre la vie et la mort et on pense aussi à toutes ces personnes qui ont été complètement traumatisées de la situation. Et j'aimerais évidemment... alors on le ressent tous et ça paraît démago de le dire, mais vraiment... remercier tous ceux qui sont intervenus de manière totalement spontanée, qui donc tout de suite sont allés vers les pompiers en disant qu'est-ce que je peux faire. Et ils ont été hyper nombreux et ça a été un moment de solidarité énorme pour tout le monde et je crois que c'est aussi ça qu'il faut mettre en relief. Hein. C'est la solidarité générale dans les moments de crise. On s'est tous identifiés évidemment à ces victimes parce que nos enfants auraient pu aussi être dans cette boîte de nuit à ce moment-là et c'est une situation très commune que de voir effectivement ces espèces de feux, vous savez, sur les bouteilles et puis malheureusement cet endroit qui s'embrase. Vous êtes quel type de maman avec vos enfants? Est-ce que vous êtes très protectrice, plutôt sévère? Maman poule, je suis pas assez sévère je pense, mais très maman poule et je suis complètement évidemment fan de mes enfants. Mais j'essaye de leur donner les bonnes cartes pour pouvoir essayer d'évoluer de manière positive, avec bienveillance et un regard assez franc. Mais je dis les choses. Ouais. Est-ce que dans ces cartes-là, il est écrit parfois télévision? Parce que c'est un virus, on y reviendra un peu tout à l'heure, qui circule un peu dans votre famille, j'ai l'impression. Est-ce que vous leur avez donné aussi ce virus-là à vos enfants? Pas du tout. Ils n'ont pas envie de faire de la télévision ou d'être dans les médias? Non. Puis alors, je ne pousserai pas du tout, hein, franchement. Ah ouais, pas du tout. Non, je pense qu'il y a d'autres univers qui sont forcément très agréables aussi et tout à fait intéressants. Et puis surtout, qu'ils fassent leur chemin. Enfin, je veux dire, j'aimerais pas qu'on trace un chemin. J'aurais pas aimé qu'on le fasse pour moi. Oui. Bien que j'y suis arrivée, mais c'est peut-être le atavisme. Mes enfants, je pense qu'ils feront autre chose. Ils feront autre chose. En tout cas, ils vous regardent ou pas, vos enfants, à la télévision? Non, surtout pas. Je ne demande pas du tout. Non, mais par hasard, c'est arrivé, effectivement, et ma fille m'a regardée et m'a dit, mais c'est toi? Je dis non. Pas du tout, c'est un hologramme. Bon, Virginie Guillaume, effectivement, on peut vous croiser de temps en temps sur T18. En tout cas, ce sera tous les dimanches à partir de midi. Et on en parle dans l'interview du Buzz TV. Comment êtes-vous arrivé à la tête de ce programme Pure Média l'Hebdo? C'est Christopher Baldelli, donc le patron de la chaîne, qui est venu vous chercher ou bien vous avez postulé, vous avez soumis votre candidature? Non, c'est Christopher Baldelli qui est venu me chercher, qui m'a proposé, on se connaissait déjà avant, et puis il m'a appelé en me disant, voilà, est-ce que ça te dit de nous rejoindre? En plus pour décrypter, pour animer une émission de décryptage média, et non seulement le fait de travailler avec l'équipe, avec Christopher et son équipe, mais aussi de rejoindre une chaîne qui démarre. Là, c'est un peu mon
mon karma depuis quelques années, Ouais. c'est d'être à la création des chaînes. Je l'ai fait avec School TV. Oui. Pareil, on est venu me chercher. C'est une chaîne qui démarrait, une toute petite chaîne. Quand tu arrives d'un énorme paquebot qui est France Télévisions, Oui. tout d'un coup, tu te dis, bon, est-ce que réellement... Et j'avais d'autres opportunités à l'époque. Et c'est vrai que le fait de démarrer aussi, d'être à la création tout d'un coup de cette chaîne avec toute une nouvelle équipe. Ça, c'était en 2022, je crois. Je ne sais plus quel... Bah, je vous le dis, C'est ça, voilà. c'était en 2022. Mais c'est vrai que les démarrages, c'est toujours génial. Parce qu'on crée, parce qu'il faut réajuster, parce qu'on va chercher justement la problématique de l'audience dont vous parlez. Ben voilà, c'est aussi un des challenges de la chaîne. Et puis, c'est construire une éditoriale, c'est construire un public, c'est voilà, tout le démarrage. Je pense que je suis toujours dans un truc de défi. Il va falloir que j'arrête un moment. Bon, voilà. Mais c'est galvanisant, c'est vrai. Vous avez tout à y construire, on le disait tout à l'heure, mais vous ne pouvez faire que mieux finalement. C'est ça. Non mais c'est génial. Non, mais, parce que vous voyez l'évolution aussi, c'est votre bébé quelque part. Alors, il n'y a eu qu'une seule émission pour l'instant. La deuxième arrive dimanche, et avec notamment, et je vous le dévoile, Sébastien Toen, qui sera un des invités de l'émission, ainsi que Laurent-Éric Lelay. Le but, si vous voulez... Le patron des sports de France Télévisions. Tout à fait. Le but de notre émission, c'est à la fois d'avoir des invités qu'on appelle c'est-à-dire qui sont à l'image, qui font aussi le buzz et les réseaux sociaux, les plateformes, la télévision, la radio, la presse écrite. Donc parler avec eux, mais c'est aussi inviter ceux que l'on connaît moins, que l'on voit moins et qui sont évidemment tout aussi intéressants, qui sont les patrons, qui sont ceux qui créent aussi derrière. Alors c'est-à-dire que la création derrière, c'est évidemment tout d'un coup de recevoir le patron de Netflix, pourquoi pas du Figaro, de parler de tout ce qui se passe hors antenne. Et Laurent-Éric Lelay a cette gentillesse, ça nous fait le plaisir d'être là justement pour la prochaine, pour pouvoir justement décrypter ensemble l'importance du sport. On a hâte de voir le face-à-face entre Sébastien Toen d'un côté et Laurent-Éric Lelay de l'autre. Ah mais Sébastien Toen, un ancien journaliste sportif. Ah oui, c'est vrai, oui, mais c'est un passionné sacré trublion. Bon courage pour le tenir en place. Mais j'adore, au contraire, qu'il se laisse totalement s'exprimer. Et comment alors cette émission va-t-elle se découper? Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les séquences que les téléspectateurs peuvent retrouver? Alors l'émission, elle va être, on va retrouver des classiques, c'est-à-dire qu'on a à la fois donc plusieurs invités, un expert média qui va alterner chaque semaine. On a eu la chance d'avoir Eva Rock pour la première, Eva que j'aime beaucoup et c'était un moment super avec elle. On va avoir Linda Mouras là qui sera dimanche avec nous. On aura à chaque fois quelqu'un de différent qui va décrypter donc l'actualité média. Philippe Bailly qui va aussi parler du business des médias, qui sur l'économie des médias. C'est le patron de NPA Conseil. Ouais, exactement, qui a un regard vraiment très acerbe sur la question. Et donc, c'est passionnant. Donc, j'ai une super équipe autour de moi. Nos 2, voire 3 invités, pourquoi pas. On se laisse la possibilité de créer. Voilà. Et puis, évidemment, beaucoup d'images, beaucoup de magnétos, toutes les actus de la semaine, les coulisses, les off, les in, l'image de la semaine, qui est celle qui fait le buzz. On va repartir sur tout un format que l'on connaît déjà, mais qui va être avec notre ton à nous, notre façon de décrypter à nous, pour être le plus dans la pluralité, effectivement, de cette grande sphère médiatique qu'on tente de décrypter. Alors, Pure Média, ce n'est pas un nom qui a été inventé, c'est un site d'information média qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, 20 ans, qui, c'est vrai, fait un super travail. Effectivement, on le lit nous-mêmes ici, et ça nous inspire beaucoup. Comment cette rencontre entre Pure Média et T18 s'est-elle déroulée, justement? Alors ça, il faut demander à Christopher, parce que c'est pas moi qui l'ai faite. C'est pas vous qui l'avez. En revanche, j'étais très contente que Pure Média soit associé effectivement à l'émission, parce que, comme vous le dites, c'est un site de référence. On a besoin d'avoir aussi ce terreau d'images et qui nous amène à la fois de l'info, à la fois de l'image et à la fois du buzz. Un relais qui se fait aussi en live donc sur Pure Média, puisque l'émission est diffusée de la même manière sur Pure Média. Donc ça nous permet d'avoir effectivement cet écosystème dont on parle. Le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur notre soit journal Laurence Le Figaro ou Le Monde ou sur notre télévision. Non, on est à la fois sur notre plateforme, sur notre téléphone, etc. Donc là, en fonction de ton âge, de tes envies, de tes préférences, tu regardes l'émission à la fois sur ton téléphone, sur ta tablette. C'est l'omnicanalité, en fait, comme on disait ça. Vous êtes sur tous les canaux possibles. C'est ça. Absolument. Et c'est vrai que vous avez reçu donc Bruce Toussaint dimanche dernier. Vous allez recevoir ce dimanche Sébastien Toen. Quels sont les invités que vous rêvez de recevoir sur votre canapé? Je rêve de recevoir tous les invités qui font
l'actualité média. Ça veut dire en fait que c'est extrêmement large. Ouais. Je n'ai pas envie d'être cantonnée. On pourrait croire que je me cantonne effectivement à la télévision, puisque c'est effectivement mon média de départ, mon médium de départ, mais pas du tout, non. Au contraire, on veut être extrêmement large. Donc on se permettra tout, de manière à pouvoir avoir une pluralité, de comprendre ce que ça veut dire, le décryptage médiatique. En fait, on est tous passionnés de médias, sans vraiment le dire. On a tous cette idée de tenter de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Les Français, d'autant plus, sont très clients de la politique, très clients, finalement, de l'information. Donc, il faut comprendre à travers l'image de la semaine, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui à France Télévisions, évidemment, avec cette commission d'enquête. Quand on voit Léa Salamé prendre la parole, devoir s'exprimer sur sa situation par rapport à son compagnon, ça en dit beaucoup, en fait, de l'image de la France, de la perception aussi qu'ont les Français à la fois mais de la position de la femme, à la fois de la société dans son ensemble, aussi de la question aussi du traitement de l'information. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de l'écosystème qu'on veut décrypter. Et donc, ça fait partie de votre quotidien du matin au soir, peu importe où vous viviez. Il y a de moins en moins de Français, de téléspectateurs qui regardent la télévision quand même. Est-ce que vous pensez que les chaînes de télévision linéaires vont mourir ou que ça a vocation quand même à continuer? Non, je pense que c'est une question d'adaptation. C'est-à-dire que c'est à nous de nous adapter en fait, à cette consommation différente de la télévision. Je crois que quand vous avez la chance d'avoir une tablette et que vous mettez des applications dessus, vous avez vos préférences qui s'installent. Je crois que c'est aussi ça qu'il va falloir repenser. C'est cette notion de préférence qui va être tout de suite immédiate à la télévision. Mais ça n'empêche que le premier réflexe de beaucoup de Français est d'allumer sa télévision, parce qu'il y a aussi, et malheureusement, et c'est un constat que l'on fait aussi bien chez les jeunes aujourd'hui, et là c'est la femme de School TV qui reprend, mais aussi de manière pour Pure Média l'hebdo, c'est la solitude est très importante aujourd'hui, malheureusement, à tous âges. Et je crois que la télévision est aussi un compagnon, alors évidemment d'information, de divertissement, de culture, de tout ce que l'on veut, de grands événements. Aujourd'hui, la télévision supplante quelque part aussi beaucoup de relais par ailleurs sur les JO. Je veux dire, ça a été un relais exceptionnel. Sur les grands événements sportifs. Sur les grands événements sportifs toujours, mais les grands événements de manière générale, aussi culturelle. Donc il faut ne pas oublier cela. Quand on voit de grandes émissions comme celle de Frédéric Lopez, Rendez-vous d'un inconnu à l'époque, mais qui est maintenant incarnée. Avec qui vous avez travaillé d'ailleurs. Oui, exactement. Mais ce sont des émissions qui sont des relais incroyables, qui marchent. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec Champs-Élysées et Michel Drucker. C'était des moments, tout le monde en parle avec Thierry Ardisson. On arrivait, on se disait, OK, on rentre chez soi. Aujourd'hui, certains ne font pas l'effort d'eux. Moi, plein de copains me le disent. Je reviens samedi pour regarder quelle époque. Bien sûr, c'est vrai. C'est des émissions qui créent l'événement. Je vous propose, Virginie Guillaume, désormais que l'on projette à l'écran des portraits de personnalités qui ont marqué et ponctué votre vie professionnelle et un peu personnelle. Vous allez voir. Alors, on va commencer avec le premier, qui est un peu à l'origine de tout. Voilà, c'est votre papa, Philippe Guillaume, président d'Antenne 2 et FR3 d'août 1989 à décembre 1990. C'est lui qui vous a donné envie de faire de la télévision ? Je ne sais pas si je peux dire ça, parce qu'en fait, j'étais jeune quand mon papa est décédé, donc j'ai peu parlé de télévision. Je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait. Donc, il faut comprendre un écosystème, puisqu'on en parle. Donc, mon père, effectivement, est le premier président de France Télévisions, donc à réunir les deux chaînes, Antenne 2 et FR3, qui étaient à l'époque séparées. Donc, ça s'appelait une super présidence à l'époque. Il avait dirigé la SFP, qui était la Société Française de Production. Et donc, ma mère était à France 2, Antenne 2 à l'époque, depuis déjà très longtemps. En tant que communicante. Elle était directrice de la communication, effectivement, de la chaîne. Et donc, j'avais déjà cet écosystème. Mon grand-oncle, Chaban-Delmas, avait aussi pas mal œuvré pour la télévision, en tout cas pour la presse de manière générale, la liberté. Et donc, si vous voulez, c'est un écosystème dans lequel j'œuvrais. Mais j'avais plutôt un rapport, si vous voulez, avec ce qui s'est passé avec mon père, un rapport plutôt d'amour-haine avec ce monde-là, que j'ai un peu conservé, malgré tout, et qui m'a un peu protégée. Alors, certains pourraient se dire, mais finalement, c'est pas ça qui t'a
t'a empêché finalement d'aller beaucoup plus loin, etc. Peut-être, mais ça m'a aussi préservé, ça m'a permis de rester avec quand même quelques valeurs et dans un monde. Ce rapport à amour-haine, c'est parce que vous avez vu les coulisses de ce qui se passait véritablement derrière l'écran et ça aurait pu vous Bien entendu, freiner dans votre compliqué pour mon père et ça a été une présidence bien plus politique qu'audiovisuelle et donc d'où la complexité. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Un homme très cultivé, une mère aussi extrêmement cultivée, qui est encore là aujourd'hui et que j'adore, et avec qui on a créé ce lien et qui connaît par cœur effectivement ce monde-là. Donc je l'observe et je pense que c'est une force que j'ai en moi, qui aurait pu passer pour plutôt justement un frein, et en fait j'en ai fait une force. Et alors la deuxième personne, c'est Laurent Ruquier. Vous Laurent avez porté 2 éditions des Victoires de la musique avec lui en 2013 et 2014. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces 2 années à la tête de ce rendez-vous? Un baiser tendre et fougueux. Mais alors justement, on va le voir, ce baiser tendre et fougueux, parce que vous imaginez bien que nous, on n'a pas retenu que ça, mais on a retenu ça, vous voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, Virginie, qu'est-ce qui vous est arrivé on est comme ça. Bah oui, c'est ça. Non mais vous savez, déjà j'aimerais dire à quel point je suis reconnaissante et puis en plus vraiment admirative de Laurent. Que vous retrouvez sur T18, du coup. Oui, exactement. Mais on n'a même pas eu l'occasion de se voir encore, parce que je viens d'arriver sur T18. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces personnes qu'on l'on rencontre. Déjà, sa culture est extraordinaire. Bien sûr, les grosses têtes, il l'a montré de manière admirable. Il sait manier comme personne l'outil audiovisuel et radiophonique. Franchement, c'est quand même un génie. Thierry Ardisson m'avait fait cet effet aussi dans la créativité. Et j'ai passé beaucoup de moments. Il a été formidable avec moi. À prendre des cafés, à essayer de me dire écoute, fais pas ça, fais ça, etc. Ils ont bien orienté. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance de les rencontrer. Mais ce baiser là, racontez-nous dans quel contexte ça s'est fait, parce que, pardon, mais on va pas pouvoir se quitter sans avoir la réponse. Hein. Moi, j'ai besoin de savoir. Fallait que je lui déclare mon amour. À l'époque, j'avoue que à l'époque, déjà, les Victoires de la musique, c'est beaucoup de direct et beaucoup d'aléas, forcément, les aléas du direct. Donc, soit tu enlèves tes chaussures, soit tu discutes, soit tu meubles, soit tu... Voilà. Mais il y a toujours des aléas. Et puis, on avait aussi... à l'époque, on parlait encore et toujours des problématiques de l'homophobie. Oui. C'est l'époque du mariage pour tous. Et qui reste aujourd'hui encore et toujours malheureusement très présente. Et on avait, de manière détournée, su se dire à quel point on s'aimait sans se... Une dernière question très très rapide que je voulais vous poser, puisque vous avez un regard évidemment très attentif sur la planète média. Aujourd'hui, il y a une commission d'enquête qui a lieu à l'Assemblée nationale sur le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Vous êtes très attentive à ce qui s'y dit actuellement au Palais Bourbon? Oui, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup suivi. Et vous en pensez quoi justement de cette... Vous qui avez travaillé à France Télévisions, est-ce que vous avez constaté, vous, du gaspillage de l'argent public, ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que ça prend des proportions démesurées? Je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus parce que je n'ai pas la compétence sur ce sujet. En revanche, je trouve que ça leur donne l'occasion, et d'ailleurs ils l'ont dit, ils l'ont clairement dit, ça leur donne l'occasion de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui effectivement est très public, qui fait beaucoup débat. Finalement, sur sur le gaspillage de l'argent public de manière générale. Est-ce que c'est un réel gaspillage? Qu'est-ce qu'on fait effectivement sur le plan éditorial? Et je crois que c'est finalement... malgré la contrainte, c'est finalement une chance pour eux d'avoir pu s'exprimer et d'avoir pu faire entendre aussi au public quelle était leur position sur une éditoriale, sur la façon dont on traitait l'information et ce qu'ils proposaient à l'antenne. Merci Virginie Guillaume, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous animez Pure Média l'hebdo chaque dimanche à midi. On vous recommande cette émission qu'on a eu la chance de voir, en tout cas sur le premier numéro. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci Solange, et le Buzz TV revient ce jeudi. Non, pas ce jeudi, qu'est-ce que je dis? Nous on dort là après. C'est le samedi, dimanche on dort. On revient lundi avec Isabelle Morini-Boss. Passez une bonne soirée, bon week-end à toutes et à tous sur le Figaro TV.